Bonjour à tous. Merci de vous joindre à nous cet après-midi. Bien content d'être avec vous pour accueillir notre conférencier d'honneur, M. Eric Allen Caldwell, membre du comité exécutif responsable de la mobilité pour la Ville de Montréal. M. Caldwell est fidèle à notre conférence. Il participe encore cette année. Il va partager avec nous ce qui se passe dans la Ville de Montréal en ce qui a trait à la mobilité, le transport intelligent et la collecte des données. Alors, M. Caldwell, je vous laisse le micro. C'est à votre tour. Oui, bonjour. Très content d'être là. Merci beaucoup pour l'accueil. Oui, toujours un plaisir, toujours des discussions stimulantes, justement, axées sur l'innovation et notre capacité, justement, comme collectivité, à vraiment faire évoluer la mobilité. Donc, très content. Merci beaucoup pour l'invitation. Ce que je vous propose rapidement, un petit tour d'horizon de ce qu'on fait à Montréal, justement, sous cet angle. Et puis après, ben, je sais qu'on a une période de discussion, j'ai très hâte. Bon. Alors, les défis à surmonter, là, on va s'entendre pour rencontrer nos objectifs de décarbonisation sont vraiment importants. Et surtout, là, dans le contexte de réchauffement climatique rapide, on est vraiment l'heure est vraiment à l'action et c'est sur ces actions-là qu'on se concentre à Montréal, surtout aussi pour l'électrification des transports, qu'ils soient collectifs, partagés ou de marchandises. Donc, à Montréal, l'orientation est très claire, c'est-à-dire pour des nouvelles infrastructures ou le développement de l'offre pour le transport des personnes, résolument être autour de la mobilité durable, c'est-à-dire transport collectif, transport actif, meilleure planification des trajets et électrification. Et pour ce qui est du transport des marchandises, réduire l'empreinte par une optimisation des parcours et une électrification. Alors, ce qu'on fait, on poursuit le déploiement des bornes de recharge publiques. Le défi est vraiment d'aller plus loin. On a atteint l'objectif d'avoir 1000 bornes de recharge. On est autour de l'atteinte de l'objectif de 1000 bornes de recharge. On va vouloir en faire 1000 autres sur un horizon de quelques années. Le développement du réseau Express Vélo aussi est une priorité à Montréal, c'est-à-dire des axes principaux de circulation cyclable qui nous permet de se déplacer avec plus de fluidité. Pas nécessairement avec des vitesses plus rapides, mais avec plus de fluidité, plus de confort, et qui pavent la voie, disons-le, justement, à l'utilisation plus massive du vélo électrique qui va réorienter les parcours vélo souvent vers des plus longues distances parce que l'effort est moindre, parce que ça rejoint de plus grandes populations qui sont prêts à faire de plus longs trajets avec des vélos à assistance électrique. On a inauguré, d'ailleurs, je vous invite à tous, un message. Venez à Montréal cet été, vous êtes tous Canadiens, venez à Montréal cet été pour voir justement nos aménagements sur l'axe cyclable Saint-Denis. C'est un projet de revitalisation urbaine d'une artère commerciale moribonde autour d'un plus grand achalandage généré par la circulation cyclable et un changement d'environnement. Donc, on est allé pas juste avec les vélos, mais avec des tronçons à mi-îlot pour la circulation piétonne. Et bien entendu, à Montréal, on est très fiers de notre Bixi, notre vélo en libre-service, où là, il y a un virage qui est fait vers la mobilité électrique, justement, avec les Bixi électriques qui sont déployés massivement sur notre territoire cet été. Et Bixi s'est étendu sur l'ensemble du territoire de l'île de Montréal, dans la municipalité de Montréal. Avant, il y avait une approche très claire de concentration pour avoir un niveau de performance de l'offre et on avait peur de diluer le service ou de l'étendre, que les trafics pendulaires viennent déséquilibrer l'offre et on ne pensait pas que ça pouvait être viable justement dans des territoires plus excentrés. On a pris le pari inverse, on est partout sur l'île, plus de vélos, plus de bornes, plus de vélos électriques, un service plus performant. Le vélo a la cote à Montréal, tant au niveau de l'offre de services de Bixi que de la performance des axes et de la sécurité. Aussi, même pour le transport des marchandises, on a le projet Vélo Cargo, justement, où avec des triporteurs ou des petites voiturettes électriques, on fait des mini-hubs qui permettent la redistribution, justement, des marchandises. Prenons une artère commerciale, plutôt que les camions livraison se destinent à chacun des magasins, dans un mini-hub aménagé très sommairement, on arrive à refaire une distribution des marchandises sur l'artère. C'est un principe. Dans un centre commercial, ça se voit déjà. Les arrivées sont concentrées au même endroit. Il y a un système de distribution interne. C'est un modèle qui fait sa place dans beaucoup de métropoles dans le monde. À Montréal, il est résolument présent.
Bien sûr, là, avec nos objectifs de carboneutralité d'ici 2050, notre plan, justement, inclut le développement de plusieurs modes de mobilité durable. On travaille sur plusieurs fronts. Bon, je pense à la STM. On a acquis en début de mandat, bon, c'est-à-dire il y a 3 ans à la ville, 300 autobus hybrides. Donc, on amène la transformation de l'ensemble de nos infrastructures de transport. C'est un travail immense, justement, pour les autobus hybrides et l'électrification de la flotte. Et on a une ligne entièrement électrique. Et d'ici 2025, comme beaucoup d'autres sociétés de transport, on sera prêt justement pour accueillir nos nouveaux autobus électriques pour tout renouvellement de la flotte. Tous les nouveaux autobus seront électriques d'ici 2025. On sait que le renouvellement des autobus se fait sur un cycle de 6 ans avec les standards canadiens, mais la clé pour nous, et on y travaille très fort, c'est justement les infrastructures d'accueil pour justement que ces autobus-là soient déployés dans nos rues. Ça nous a permis aussi de repenser les parcours. On construit un nouveau centre de transport qu'on rapproche des milieux de densité pour améliorer l'offre de services là où elle était déficiente. Bien entendu, les navettes électriques autonomes, c'est un laboratoire d'innovation tellement excitant pour une ville de voir comment est-ce qu'on arrive justement comment est-ce qu'on arrive à mettre au profit ces nouvelles technologies-là en lien avec les orientations de mobilité d'une ville. Dans notre cas, à Montréal, je vous en ai parlé, c'est axé autour du transport collectif et actif pour la mobilité des personnes. Donc, on a des projets de véhicules autonomes, justement de transport collectif pour des parcours courts où ils seraient adaptés. Et il y a cette façon-là de voir comment est-ce qu'on peut bien les intégrer dans la rue avec un environnement urbain existant ou quelles sont les prescriptions pour les nouvelles infrastructures dans la mesure où on veut l'implanter. Et un lien, bien entendu, avec l'accessibilité universelle. On voit dans ce type d'offre de service une des clés pour l'accessibilité universelle parce qu'on peut faire des trajets plus courts et avec des véhicules plus petits. Ce qui est souvent un synonyme d'offre en accessibilité universelle. Bon, des grands projets de transport collectif, bien entendu, c'est-à-dire poursuivre le déploiement du métro. On a à Montréal un grand projet de prolongement de la ligne bleue, du prolongement de la ligne orange dans l'Ouest. Donc, on veut, après 3 décennies d'inaction là-dessus, reprendre l'initiative du développement des transports lourds pour réorganiser le transport collectif de rabattement. Ça se fait avec le métro. Ça se fait avec une ligne SRB qui est selon les plus hauts standards de système de rapide par bus dans le monde. Et ça se fait aussi en partenariat avec le Fonds de retraite des Québécois, la Caisse de dépôt et placement, sur le REM, le Réseau express métropolitain, qui est un train léger de surface qui va vers les pointes de l'île. On a un projet pour la pointe Est, un projet pour la pointe Est. Donc, il y a enfin, j'oserais dire, un renouveau dans la planification des infrastructures lourdes de transport collectif. Ça nous permet aussi de se recentrer justement sur l'importance que ce soit la colonne vertébrale de l'articulation de la mobilité sur l'île. Alors, on avait un projet de transport collectif qui est la ligne rose qui venait desservir en diagonale l'ensemble de l'île. Là, on a 2 des 3 pans de ce projet de la ligne rose qui sont en planification. Une desserte du REM pour la portion nord-est et un projet de tramway pour la portion sud-ouest. Et on continue les études sur comment soulager le centre. Donc, encore là, une adaptabilité, c'est-à-dire au lieu de penser le projet de transport collectif en soi comme un projet clairement identifié avec une ligne sur une carte, vraiment un raffinement de connaissance des besoins et la flexibilité et l'agilité pour des mesures souples, efficaces, qu'on est capable d'implanter dans un horizon qui n'est pas trop loin, justement. Parce que quand on refait nos rues, quand on refait nos parcours d'autobus, quand on repense la place de la mobilité, on le fait en fonction de ce réseau-là. Donc, on ne peut pas se permettre de dire qu'il arrivera dans 40, 50 ans. Il faut le considérer dans un horizon plus court. Donc, il y a une accélération de la planification. Une accélération de la stratégie d'électrification des transports, justement,
aussi en fonction d'une offre de service pour la mobilité actuelle et la mobilité complémentaire. Bref, on veut transformer Montréal en une métropole où la mobilité durable constitue le choix incontournable, le choix privilégié justement dans tout développement de l'offre, mais aussi dans notre capacité à adapter nos réseaux existants pour ajuster une offre de transport alternative là où on n'en considérait pas. Ça se fait beaucoup avec la mobilité partagée, avec la collecte des données qui nous permettent de connaître mieux les besoins et d'offrir une complémentarité d'offres, bref, la mobilité intégrée. Et quand on progresse sur tous les plans, que ce soit en vélo partage, que ce soit avec une meilleure connaissance de nos trajets de taxi, avec la quantité de données qu'on ramasse pour notre système de transport en commun, avec nos infrastructures lourdes, avec la place du piéton en ville. On revient toujours aussi en ville avec la réalité qu'on est tous piétons à un moment dans la journée et que c'est comme piéton qu'on passe d'une mobilité à l'autre et une place de choix pour le piéton. On croit vraiment qu'on arrivera justement avec l'ensemble de cette planification intégrée à moduler nos infrastructures, planifier des réseaux performants justement pour nous permettre de répondre à ces défis environnementaux, ces défis de mobilité durable. Et ça devient un terreau immensément intéressant justement pour toute innovation en ces matières. Montréal, via nos bancs d'essai, via l'ambition qu'on a dans un plan de transport qu'on appelle plan de mobilité qui est renouvelé, dans notre plan climat, dans nos objectifs d'aménagement urbain, on est un endroit justement où, comme on l'a fait avec Bixi, comme on est un des leaders dans l'offre d'autopartage, comme on l'a fait avec le REM, on est un endroit où on peut tester, développer et implanter sur un cycle pas trop long des nouvelles mobilités. C'est une de nos fiertés, ça fait partie de notre dynamisme et ça fait partie de la mobilisation montréalaise, tout azimut, des milieux économiques, des quartiers, des pouvoirs politiques sur un développement d'une offre de mobilité durable, emballante et qu'on vit au fur et à mesure, justement, où on apprend justement à raffiner nos méthodes de collecte des données pour mieux planifier l'offre suivante et à ajuster justement nos infrastructures pour répondre aux besoins des Montréalais parce qu'on aime ça être mobile dans une ville. C'est un des préceptes de base. Oui, on veut réduire les distances, oui, on veut réduire les besoins de mobilité, mais lorsqu'ils sont au rendez-vous, on veut avoir des options et c'est là-dessus qu'on travaille. Merci. Parfait, merci, c'est très intéressant. Écoutez, intéressant, inspirant. On voit que ça brasse à Montréal. Puis pour le mieux, à part de ça, on a des questions intéressantes là, qui popent dans la boîte à questions. Alors, je propose de commencer tout de suite pour couvrir le plus de matière possible. Quelles sont vos priorités dans tout ça, là, dans cette atteinte-là d'être carboneutre d'ici 2050? Quelles sont vos priorités à court, mais à long terme aussi pour faire de Montréal une ville éco-responsable, innovante en matière de transport intelligent? Clairement remplacer ce paradigme-là, là, où on a vécu des décennies de planification urbaine, où l'articulation centrale, l'armature de la mobilité était une trame de rue basée sur des transports routiers. Là, cette colonne vertébrale, cette articulation, ce point de ralliement et d'ancrage de la mobilité complémentaire doit être notre réseau de transport collectif lourd. Et encore là, on répète là, Montréal a pu initier la mise en place d'un réseau de métro formidable dans les années 60, 70 et 80. Après, plus rien. On a un dessert de quelques décennies. Donc là, reprendre l'initiative. Quand on voit l'impact qu'a eu le métro des années 60, 70 et 80 sur l'articulation de la mobilité, quand on voit la croissance des besoins, on est face au même rendez-vous. On doit le saisir. On doit arrêter de se dire, mais ma foi, comment est-ce qu'on peut moduler, mitiguer? On doit justement doter Montréal d'une deuxième phase de réseau lourd de transport collectif pour articuler tout le reste. C'est un peu le secret de notre succès actuellement grâce aux investissements passés, à la façon de penser la ville. On est à un point de saturation de nos réseaux. On ne peut que fatalement, si on veut conserver l'élan, miser sur le même type d'investissement, le même type de planification. Donc, clairement, transport collectif performant pour Montréal
et l'articulation de rabattement autour des mobilités douces, mobilités complémentaires, Bixi, la marche, excusez-moi, j'allais dire car sharing, mais le covoiturage, pardon, le covoiturage. Bref, redonner une place de choix à cette mobilité douce pour justement s'ancrer sur un réseau de transport collectif fort. Et ça, ben, par effet de percolation, ça a un effet sur le transport actif et la mobilité innovante. Et c'est pour ça qu'on est très enthousiaste. Oh, j'ai un problème de son. Je ne vous entends pas. Oui. Par rapport à toutes ces nouvelles façons-là et ce mélange aussi des différentes façons de se déplacer puis d'offrir du service, quelles sont les mesures de sécurité qui sont mises en place? Vous parliez tantôt, surtout pour les vélos, en fait, je crois que les gens sont concernés par ça par rapport au développement de l'express vélo, le vélo cargo qui commence à être très présent dans la ville de Montréal avec les hubs que vous parliez aussi. Quelles sont les mesures de sécurité là, auxquelles vous avez pensé? Ben, clairement, on a axé la planification, ça peut être contre-intuitif, là, de notre réseau cyclable en se posant la question, pas comment est-ce qu'on va satisfaire les cyclistes, mais comment est-ce qu'on va amener des non-cyclistes à le devenir. Alors, avec cet énoncé-là, ça amène justement à considérer les besoins de gens qui ne faisaient pas régulièrement du vélo, je lève la main ici, mais qui se sont mis à en faire justement parce que ils veulent que ce mode de déplacement soit associé à une expérience urbaine, une qualité de vie, une absence de stress. Et donc, c'est comme ça qu'on l'a abordé. Souvent, et c'est paradoxal parce que dans le débat politique, on se fait accuser de faire du clientélisme pour une clientèle vélo, alors que, ultimement, avec notre réseau Express Vélo, que je vous invite vraiment à venir voir, vous allez voir que ça a été pensé justement pour amener à faire du vélo des gens qui n'en font pas. Alors, ça nous a obligés, ça a obligé l'ensemble de nos équipes de sortir justement de leur table d'une conception classique de vélo. Et c'est vraiment avec cet angle-là, c'est avec un objectif clair qu'on s'est tous donné dans nos différents exercices de planification, qui est augmenter la part modale vélo. Donc, on s'est dit, comment est-ce qu'on augmente la part modale vélo? C'est pas en disant aux vélos qui sont déjà là, faites des plus longues distances, les gens répondent à leurs besoins, mais c'est en allant plus de cyclistes sur les routes. Et ça, tout le monde en bénéficie. Et on a l'expérience de Bixi à Montréal aussi, qui a démontré, vous savez, quand Bixi est arrivé il y a quelques 15-20 ans à Montréal, il y avait une crainte de la mobilité durable complémentaire, les transports en commun, les taxis, que ça vienne voler les parts de marché. Mais Bixi a fait la démonstration au fil du temps que ça venait confirmer beaucoup de citoyens dans l'attrait de la mobilité durable complémentaire, le fameux cocktail de mobilité, là, que ça redonnait de l'attrait à chacun de ces modes-là en donnant plus de choix. Donc, je crois que beaucoup des Montréalais sont cyclistes à temps partiel, en font de temps en temps et reconnaissent l'apport d'une plus grande augmentation du nombre de vélos en ville sur la diminution de l'impact de l'auto solo, sur la sécurité de ceux qui décident de s'y mettre. Et ça nous concerne tous. On a à Montréal aussi, et quand je parle à des collègues de la Ville de Québec, on est moins là à Québec, mais on a de moins en moins cette dualité, je suis un cycliste ou je suis un automobiliste, parce que beaucoup sont les deux. J'en suis moi-même, je suis les deux. Donc, on a cette compréhension mutuelle que c'est un mode de transport et ce n'est pas un type de personne. Alors, donc, en le pensant comme ça, pour tous, et pour susciter l'attrait des non-cyclistes, on s'est donné des normes de sécurité assez impressionnantes. Évidemment, on ne peut pas le faire sur l'ensemble de nos réseaux. On le fait avec le réseau Express Vélo, mais on adapte aussi en rétrofit notre réseau existant en ajoutant des zones d'anti-portiérage,
parfois en repensant les tracés pour passer sur une rue plutôt qu'une autre, parce que dans l'analyse des trajets, on ne croise pas une route de camionnage ou on ne se superpose pas à une voie de transport collectif. Donc, avec l'ensemble de ces analyses de réseaux complémentaires qui se superposent sur un même territoire, on y arrive. Parfait. Je pense à un autre volet de la présentation que vous nous avez fait au début. Est-ce que Montréal s'associe à d'autres villes canadiennes comme ville sœur pour motiver, discuter d'innovation en mobilité? Ouais. Est-ce que ça se fait ailleurs? Est-ce que vous jumelez avec ces villes-là pour partager les données sur la réussite de la mobilité, en fait, là, ce qui se passe de beau à Montréal? Oui, ben Montréal est très active dans le réseau des grandes villes, NACTO aussi, les différents réseaux. Faut quand même admettre que le contexte des 2 dernières années nous a beaucoup recentrés sur des besoins immédiats. On a mis en place un réseau temporaire qu'on a monté et démantelé sur une saison l'an passé, qui a demandé beaucoup d'énergie. Mais oui, jumelé, je ne dirais pas jusqu'à dire jumelé. Et c'est malheureusement, et je crois qu'il faut augmenter ce type de partenariat-là. Avec le peu de recul qu'on a lorsqu'on est dans les opérations, l'ensemble des besoins, on est une planification très, très attaché aux aléas de la vie. Là. On a peu de recul, peu de distance, on est vraiment dedans. Alors, donc, c'est pour ça qu'on valorise beaucoup nos partenariats avec les chaires universitaires en termes de mobilité à Montréal, que ce soit in situ ou mobilité. Mais oui, et je sais, entre autres, qu'il y a un exemple qui nous inspire beaucoup à Montréal, c'est l'utilisation des données de mobilité que fait la Ville de Toronto. Il y a là quelque chose de vraiment intéressant et un modèle à suivre en ce qui nous concerne à Montréal sur la capacité à collecter, analyser les données pour faire comprendre la place et la performance de chacune des options de mobilité. Question de les faire progresser. Et quand je dis les faire progresser, ben, c'est mieux comprendre la demande pour ajuster l'offre. Et là, on a des défis, hein, post-pandémie. Là. On avait beaucoup une vision d'un ajustement de l'offre en fonction des contraintes de l'heure de pointe. Là, on est devant un nouvel horizon où il faut ajuster l'offre en fonction des besoins hors pointe qui risquent de devenir plus prédominants dans les besoins des gens. Donc, tant dans l'ajustement de l'offre que dans une meilleure, un ajustement de l'offre en fonction de la demande, que dans une meilleure diffusion de l'offre pour permettre à la demande de s'ajuster. Parce que aussi, lorsqu'on veut faire des choix pour avoir un service performant, il est prouvé que si on a une meilleure connaissance de la performance de nos choix, et on peut ajuster son activité en conséquence. Là-dessus, et là, je vais sortir du transport des personnes. Dans le transport des marchandises à Montréal, on a une interface portuaire en pleine ville. On a le port de Montréal, donc beaucoup de camionnage, de trains et de bateaux avec des containers. Donc, on travaille de très fort avec le port pour mieux comprendre les patterns de circulation et mieux permettre aux activités de s'ajuster en fonction des moments où il y aurait moins d'impact de la circulation. Donc, avec cette connaissance des données, là, qui est la clé, là, on arrive à mieux comprendre les besoins pour ajuster l'offre et mieux diffuser l'offre pour faire évoluer les besoins. Alors, c'est vraiment la clé. Et moi, je dois dire que l'exemple de Toronto est très inspirant là-dessus. Et je souhaite qu'on y consacre un peu plus de temps de jumelage avec les autres villes. C'est un luxe qu'on ne se permet pas, mais qu'on devrait forcer, je dois dire. Parfait. C'est beau d'entendre ça, en fait, puis je pense que ça va faire un velours à la Ville de Toronto, puis au contraire, ça va peut-être justement aider à ce maillage-là, là, puis à faire diffuser ces bonnes informations-là qui font qu'on améliore nos pratiques, qu'on diffuse mieux, qu'on augmente nos performances, qu'on améliore en fait le service au complet. Il y a une question qui a été posée parce qu'on parlait beaucoup au début de la discussion de diversité et de complémentarité là, dans les modes de transport. On se demande en fait, est-ce que ça va être facile de passer d'un mode de transport à un autre avec tous vos nouveaux plans? Ben, c'est
C'est un rendez-vous qu'on ne veut pas se permettre de manquer, disons-le comme ça, là. Mais est-ce que ça va être facile? La question est un peu plus snoro à cet effet-là, là. C'est un objectif clair, soyons francs, là. Oui, c'est un vœu pieux. Mais quant à la facilité, ben encore là, on revient toujours à la base, c'est-à-dire la meilleure mise en commun des données et leur diffusion, là. On revient avec cette tendance qu'on constate dans toutes les grandes métropoles qui est ici en balance de considérer la mobility as a service, bien entendu, où on arrive à voir justement les différentes options. Mais ça, c'est un des volets quand, avec une situation donnée, d'offre donnée. L'autre volet sur lequel je crois qu'on a beaucoup d'influence, c'est dans nos investissements en infrastructure et nos choix de planification. Comme ville, traditionnellement, comme ville, et l'expression m'a toujours frappé quand j'avais rencontré un haut responsable des transports et des infrastructures à la ville il y a quelques années qui m'avait dit, nous, dans le fond, on est une shop à projet, là. Puis c'est vrai, là. On a beaucoup de projets d'infrastructure, des routes à refaire, des trottoirs à faire. Donc, c'est de saisir notre capacité lors de ces travaux d'infrastructure-là. Et il y a très peu de développement de l'offre dans de nouvelles infrastructures, dans un cadre bâti fixé comme Montréal. On est beaucoup dans la réfection ou la remodulation d'infrastructures existantes. Donc, comment est-ce qu'on arrive justement à saisir l'opportunité pour, par exemple, mieux offrir des parcours piétons, de rabattement à une station de métro sous-utilisée en lien avec le plan d'urbanisme riverain qui permet une intensification urbaine. Donc, oui, bien sûr, il y a la mobilité as a service, la mobilité partagée, les données, mais aussi, à la base, il y a ce qu'il y a en dessous de nos chouclacs à terre, c'est-à-dire la distribution de la rue. Et c'est là que il y a un acte de foi, puis vraiment un énoncé qu'il faut avoir le courage de faire, qui est de non pas faire que ces travaux-là en fonction de l'analyse des besoins existants, mais d'une modulation souhaitée. Et ça amène beaucoup de discussions intéressantes avec les professionnels, avec les chercheurs, parce que une rigueur bancale nous impose de refaire avec l'analyse des besoins actuels plutôt qu'avec une anticipation des besoins futurs. Alors, il y a tout ce débat-là qui est au quotidien dans l'ensemble de nos projets, qui est extrêmement stimulant. Vraiment, j'ai pas de misère à le croire du tout, en fait. Puis, je pense qu'il nous reste 3 minutes, puis j'aimerais ça vous poser la question. Qu'est-ce qu'il faut faire dans votre processus de planification là, pour amener plus d'innovation? Ça passe par quoi? Bon, c'est contesté, mais moi, j'y crois. Revoir nos cibles. C'est-à-dire être capable de prendre un portrait, avoir une connaissance fine de la situation de la mobilité. Disons qu'on construit un nouveau boulevard. On est capable de dire, OK, il y a tant d'autos qui emprunteraient ce boulevard-là avec le tel lien. Un autobus, on pourrait anticiper avec la distribution modale actuellement qui aurait tel achalandage. C'est de dire, OK, ça, c'est avec une distribution normale des comportements, des habitudes et des besoins actuels. De dire, voici comment est-ce qu'on arrive avec cette distribution-là et qu'on l'amène ici, avec l'offre afférente. Et ça, pour moi, c'est la clé. C'est ce qu'on a fait quand, justement, on a décidé de refaire Saint-Denis avec le vélo. C'est ce qu'on fait dans nos planifications lorsqu'on a un projet historique à Montréal qui est un raccordement de Cavendish. Je ne veux pas embêter les gens avec ça, mais c'est une nouvelle offre. Donc, on ne peut pas la faire sur un calcul des besoins actuels. C'est une nouvelle offre qu'on fait pour un siècle. Elle doit se faire sur l'anticipation des besoins dans un demi-siècle. Lorsqu'on revoit une infrastructure comme la rue Notre-Dame, qui est dans l'est de l'île, où là, c'est intéressant. Là, on a exproprié il y a un demi-siècle une emprise pour faire une autoroute. Et là, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ce terrain-là? Et la réponse ne peut pas être aujourd'hui, nécessairement demain. Ça, c'est facile à dire, mais c'est plus dur à intégrer dans des processus de planification. Et c'est là notre défi avec la collecte de données, avec des modèles prédictifs
avec l'arrivée de l'intelligence artificielle qui peut nous Ouais. servir aussi là-dessus, d'arriver à affiner cette planification-là. C'est notre plus grand défi, mais il est proprement enivrant. Bien, écoutez, je pense que ça clôt bien cette super conversation. Moi, j'habite à Québec, mais quand je vous entends parler, je trouve ça fantastique de vous écouter. Puis écoutez, on sent qu'il y a des enjeux, mais on sent aussi qu'il y a plein de belles propositions puis des solutions pour la ville de Montréal. Puis tout ça est déjà mis en branle dans un processus qui est calculé, discuté, contesté parfois aussi, là, puis c'est bien correct parce que ça vous permet de vous repositionner à chaque fois. Alors, ben, je vous remercie de vous être joints à nous, puis je vous souhaite une belle fin de journée, puis à tous nos participants, mais merci d'être là, merci de nous rejoindre, puis continuez en fait d'être avec nous parce qu'il y a plusieurs panels qui s'en viennent sur les autobus électriques, puis des discussions sur les véhicules autonomes aussi que M. Caldwell vient de faire allusion. Alors, merci beaucoup, M. Caldwell, et merci tout le monde d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup et rappelez-vous là, que les gens intéressés par la planification d'avant-garde dans la mobilité, on sait tous entre nous là, que c'est là la clé pour l'ensemble de nos défis. Et je vous remercie d'être présent, c'est extrêmement stimulant et à une prochaine, j'espère. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, au revoir.